Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo lutte contre le terrorisme. Bientôt un programme de renforcement de la résilience des communautés. Il faut dire que le Togo va lancer très bientôt une initiative globale d'appui aux populations affectées par le terrorisme et les défis sécuritaires. Et l'initiative est dénommée Programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés. Un décret a été pris à ce sens ce jeudi 23 novembre en Conseil des ministres. Il dit quelque part que le programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés vise à mettre en œuvre l'ensemble des actions permettant de renforcer la résilience des populations sur tous les plans. Il poursuit que cela concerne l'ensemble du territoire national et couvre spécifiquement les zones touchées ou menacées par des actes de terrorisme et d'extrémisme violent identifiés sur la base de niveaux de menace. Selon donc ce communiqué, ce mécanisme vient compléter déjà les dispositifs qui sont là dans certaines régions pour pouvoir permettre aux populations de faire face au terrorisme. Je commence par vous, Fioclou Adanglenou. Au-delà des dispositifs déjà mis en œuvre, essentiellement dans la région des savanes, pour permettre aux populations de faire face aux conséquences du terrorisme et de l'extrémisme violent, un programme national sera bientôt lancé et va couvrir l'ensemble du territoire, surtout les zones menacées par les effets de l'extrémisme violent et du terrorisme. Oui, ce programme est la suite logique du dispositif contre la lutte pour l'insécurité et pour l'extrémisme violent, comme vous venez de le dire. Nous avons remarqué que depuis novembre 2022, des dispositions sont prises pour la région des savanes. Et ces dispositions couvrent plusieurs domaines. C'est ainsi que dans le secteur eau, nous avons l'accès à l'eau potable qui s'est étendu à plus de 80 000 nouvelles personnes et que le taux de desserte en milieu rural est passé de 64% en 2021 à 73,5% en 2022. Au niveau de l'énergie, nous avons le taux de l'électricité qui est à 66% et qu'il y a une augmentation de 15 000 ménages supplémentaires, d'où le taux de 22% en 2021 à 27%. Au niveau du secteur agricole, nous avons plus de 1000 hectares qui sont aménagés et plus de 21 000 tonnes d'engrais qui sont distribués, ainsi que la fourniture des kits et de construction des forages. Bon, ce programme s'inscrit désormais dans le cadre des actions de prévention et d'élimination des groupes armés dans le Nord et pour préserver enfin les acquis du développement au Togo. C'est l'objectif de ce nouveau programme lancé la dernière fois en Conseil des ministres. Alors, on reviendra tout à l'heure sur un autre aspect bien avant. Gabin, premier mot sur ce programme lancé, comme on le disait, en Conseil des ministres, qui vise à étendre la protection de l'État ou bien l'assistance de l'État aux personnes qui seraient touchées par les effets de l'extrémisme violent et du terrorisme sur toute l'étendue du territoire. Là, ce n'est plus dans une région donnée. Oui, je pense que le chef de l'État, son Excellence Sozénan Singbe, a pris le pouls de la situation et a certainement mis en place des programmes. Et il a déjà, depuis le début de cette affaire d'extrémisme violent et surtout de terrorisme, il a mis énormément de programmes en place, des programmes de soutien, des programmes de réinsertion de ces populations qui avaient été obligées de quitter leur zone d'habitation, les programmes de rééducation des élèves qui n'avaient plus réellement d'abri scolaire. Il a tellement fait de choses par rapport à l'extrémisme violent et au terrorisme qui a affecté notamment la zone des savanes. Aujourd'hui, il a étendu ce programme-là vers d'autres localités, compte tenu aussi du pourcentage de vulnérabilité de ces localités-là. Donc je pense que le chef de l'État a pris la mesure de la situation. On dit souvent la meilleure défense,
c'est l'attaque. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est aussi, c'est un dirigeant, prévoir les choses et surtout prendre les mesures qui pourront empêcher quand même certaines populations de se laisser avoir. Parce que vous savez très bien que les terroristes ont souvent tendance à conquérir le cœur des gens et rentrer par le biais de ces personnes-là et surtout arriver à convaincre certaines personnes de devenir les leurs. Donc il faut quand même dissuader ce genre de choses en apportant le soutien qu'il faut à ces populations-là. Quand dans ces zones qui n'avaient pas réellement accès à l'eau potable, il y a beaucoup de projets qui ont été faits et surtout aujourd'hui beaucoup de personnes ont accès à l'eau potable. L'énergie est un peu partout dans ces zones-là. Donc ça montre toute la plénitude des actions que mène le chef de l'État et son gouvernement. Tout ce qu'on peut dire, c'est quand même continuer par faire le boulot et puis bon, on va essayer de bouter hors ces malfaiteurs-là et surtout aussi en appeler aussi à la population qui doit être conscient par rapport aux actions que pose le chef de l'État et son gouvernement et savoir surtout que la lutte n'est pas que pour le gouvernement mais pour tout le monde et c'est ensemble qu'on pourra vaincre et l'extrémisme violent et le terrorisme et surtout aller vers un développement harmonieux de nos localités. Alors, Fioclo Adang-Blenou, déjà l'année passée, c'est-à-dire 2022, c'est pratiquement 50 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés juste pour la région des Savanes dans le programme d'urgence pour cette région-là. Aujourd'hui, l'assiette est élargie, ou du moins sera élargie, puisque le programme n'est pas encore lancé. Cela est élargi à toute l'étendue du territoire. Est-ce à dire qu'on imagine que la menace pourra s'étendre plutôt à toute l'étendue du territoire, puisque là, c'est pour le moment localisé dans la région des Savanes, et on focalise les attentions sur cette région pour permettre aux populations de pouvoir faire face aux effets de cet extrémisme violent et du terrorisme. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que ce programme s'inscrit dans le cadre de la prévention, de la propagation de l'extrémisme violent. Parce que aujourd'hui, nous avons remarqué que ça a commencé par le nord, afin de prévenir que ça touche les autres régions, telles que la région des plateaux, la région centrale, la région maritime et la région de la Kara. Il fallait mettre un mécanisme pour venir en appui aux populations vulnérables. Et c'est ceux-là qui sont les démunis, les vulnérables, là, qui sont souvent attirés par les groupes terroristes. Donc, le gouvernement togolais, avec le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, a pris la mesure de la chose et c'est pourquoi ce programme a été décidé et annoncé au Conseil des ministres de jeudi dernier. Pourquoi généralement ces programmes prennent en compte les populations vulnérables? Généralement, quand on parle de terrorisme, on aurait pu peut-être commencer par faire des mobilisations au Togo aussi, comme on le fait au Burkina, qu'on commence par s'inscrire dans l'armée pour aller au front, mais on préfère plutôt s'occuper des couches vulnérables généralement. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette position du Togo? Oui, parce que quand quelqu'un vient vous proposer des moyens financiers et autres, c'est ceux-là qui sont au chômage, bien qui n'ont rien, qui n'ont pas de revenus, qui sont les premiers à être servis. Et nous ne devons pas oublier que dans plusieurs zones, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, c'est la conclusion de certaines enquêtes qui ont prouvé que la conclusion de ces enquêtes qui a prouvé que ce sont les vulnérables, les démunis, qui sont souvent appelés à prendre les armes contre le pouvoir en place. Or, la déstabilisation aussi a un objectif. Celui qui donne les armes pour lutter contre le pouvoir en place, en dehors de ça, on les appelle des rebelles, mais ils sont certes des rebelles, mais sont plutôt des malfaiteurs et des déstabilisateurs. Parce que tout régime stable a le devoir de préserver cette stabilité pour le bien des populations. Parce que tout gouvernement a l'obligation de subvenir aux besoins de sa population, de leur assurer leur sécurité, leur bien-être et l'éducation. Si on laisse ces groupes de malfaiteurs terroristes recruter les vulnérables, ça sera un danger pour le pays. C'est pourquoi le gouvernement, avec sa vision pragmatique, a jugé utile de prendre le devant en lançant ce programme national.
Alors, Gabin, c'est la même question. Pourquoi généralement dans ces programmes, on s'intéresse plus aux couches les plus vulnérables? Oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Vous savez, les terroristes, ils recrutent parmi les couches les plus vulnérables. Parce que quelqu'un qui est démuni, qui n'a pratiquement rien à sa disposition, c'est facile de le convaincre à rejoindre le groupe là. Imaginez quelqu'un qui a du mal à trouver 500 francs par jour, le groupe terroriste vient vers lui et puis lui propose 500 000 francs sur un an. Imaginez la joie de cette personne-là. Il est prêt à consentir tous les sacrifices pour pouvoir rallier ce groupe. Donc, il faut couper le mal par la racine. C'est comme ça on le dit, non? Couper le mal à la racine et aider plutôt ces populations-là à être autonomes et surtout s'autosuffire. En plus, je l'ai dit beaucoup plus haut, la lutte n'est pas que pour le gouvernement, la lutte est surtout sociale, la lutte est pour toute la population. Parce que si une population ou bien une couche de la population est attaquée, c'est pratiquement tout le pays qui est attaqué. Donc il faut prévenir cela, raison pour laquelle, même si c'est la région des savanes qui est la région la plus vulnérable aujourd'hui, le gouvernement prévoit quand même attaquer toutes les autres régions afin de pouvoir prévenir cela. Parce que la plupart du temps, on dit souvent que bon, à l'intérieur du pays, ça ne va pas. Il y a une certaine misère qui se lie sur le visage des populations. Mais le gouvernement entend tout cela. Donc, avant, il y avait tout un programme national qui avait été mis en place pour le développement national. Mais compte tenu de la situation assez particulière de ces zones-là, il faut quand même concentrer le développement sur cette zone. On dit souvent que le voleur ne vient pas te voler devant la lumière. Donc, si aujourd'hui ces zones-là sont électrifiées, il y a la desserte d'eau qui est disponible, et puis bon, les loisirs et tout, je ne pense pas que ces populations-là seraient tellement vulnérables pour que les terroristes viennent les convaincre. Et nous savons très bien que ces terroristes-là se dissimulent souvent dans la population. Donc, on l'a vu au Burkina avec la création des covettes. Donc, aujourd'hui, c'est une sorte de covette qui est en train de se créer comme ça pour que ces populations qui se sentent réellement en confiance, protégées par le gouvernement, puissent dénoncer ceux-là qui pourraient s'infiltrer parmi eux pour pouvoir faire du mal à notre cher pays. Oui, nous devons remarquer aussi qu'en dehors de ce décret du Conseil des ministres, nous avons le gouvernement qui, depuis quelques années, fait la sensibilisation des acteurs de développement à la base, les chefs cantons, les chefs de village, les chefs communautés, les leaders religieux sur le terrorisme et sur l'extrémisme violent du nord au sud et d'est en ouest. Et nous devons, avec un débat qui suit, nous avons le CIPREF et autres, qui est l'organe chargé de cette sensibilisation. Ce qui veut dire que sur toute l'étendue du territoire, on peut dire que tous les acteurs sont au courant de l'existence de cet organe qui favorise la sensibilisation au sein des communautés. Gabin Adjao, ce programme vient élargir le PUR, que, comme je le disais, quelles seront peut-être les retombées et les conséquences sur la résilience des populations selon vous? Gabin, oui, la résilience de la population, vous savez, je pense que ce sera beaucoup plus une population assez aguerrie et une population assez compatriote. Parce que quand votre terre natale vous donne déjà tout, je ne sais pas ce que vous allez chercher ailleurs ou même prêter le front à ce que ce pays-là soit déstabilisé par quelques individus que ce soit. Donc l'avantage premier, c'est que ça va offrir une certaine garantie à la population pour dire que chez nous, on peut tout avoir, chez nous, le gouvernement nous protège, le chef d'État et son gouvernement sont là pour nous, peu importe nos besoins, ils seront là, ils sauront nous défendre. Donc, c'est une sorte de garantie, une sorte de confiance qu'on offre à la population. Et ensuite, ça en va aussi de l'intérêt de tout le pays. Parce que si un pays tombe dans les mains de ces terroristes-là, si une partie du pays tombe dans les mains de terroristes, je pense que c'est tout le pays qui va en souffrir. Donc ça offre une certaine garantie aussi au pays et surtout ça offre une garantie au chef de l'État et de son gouvernement parce que si le pays est en péril, c'est à eux les premiers responsables de faire face à cette situation et donc pour moi ça offre une certaine garantie à trois niveaux et à la population et au pays et au gouvernement.
Quelle est la part donc des populations dans ces mesures à prendre? Parce que l'objectif, c'est de contrer, aussi prévenir l'avancée, les incursions terroristes et l'extrémisme violent. Quelle doit être la part des populations? C'est pour donner une garantie sécuritaire à la population et c'est pourquoi, lors des sensibilisations, il est demandé à la population de dénoncer toutes les nouvelles figures dans les localités, aux chefs ou aux forces de sécurité, même si quelqu'un est dénoncé et qu'après enquête, il n'est pas dans le groupe des terroristes, il est relâché. Toutefois, il faut être vigilant et c'est pourquoi on parle de vigilance, on parle de dénonciation. Chaque fois, dans un quartier, quand vous voyez une nouvelle figure que vous ne connaissiez pas avant, vous pouvez en parler au chef ou bien avoir recours aux forces de sécurité qui vont l'approcher, à leur faire des perquisitions pour savoir si c'est ça ou c'est pas ça. Surtout quand elle a des comportements suspects. Quand il y a des comportements suspects. Et c'est pourquoi on parle de vigilance. Quand vous voyez des gens qui sont regroupés chaque fois à 2, à 3, mais qui sont de nouvelles figures dans la localité, nécessairement vous devez les dénoncer parce que quand ils sont un nombre de 3, d'ici quelques jours, ils peuvent devenir 10, 15, 20. Et avant qu'ils n'attaquent, ils font des repérages, Oui. voir les points de faiblesse Voilà. avant d'eux. Par exemple, au niveau de Togolkopé, nous voyons les Nigériens qui amènent les bouviers, Oui. qui viennent et autres là. Il y a leur président. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, on en parle au chef, on en chef. parle au force de sécurité et on a leur liste. Voilà. Ce qui veut dire que c'est pour préserver toujours la sécurité du pays. C'est ça. La part des populations dans cette lutte-là contre l'extrémisme violent, parce que c'est de contrer d'abord l'avancée et de pouvoir permettre aux populations d'être résilientes face à cette avancée aux conséquences de ce phénomène. Ah oui, premièrement, c'est de permettre aux populations d'être résilients hein, par rapport à l'avancée, surtout aux émoluments que ces gens-là pourraient leur proposer pour pouvoir s'infiltrer et faire du mal au pays. Et ensuite, il y a un travail formidable qui avait été fait par le gouvernement depuis le début de cette histoire, à savoir ils ont formé les chefs locaux, les chefs tribaux et autres qui ont essayé quand même d'instiguer sur toute l'étendue du territoire et surtout apporter aussi ce qu'ils ont appris lors de ces formations aux populations. Ce qui fait que même dans la région des savanes, entre-temps, il y avait eu assez de déplacements. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont pratiquement revenues dans leur lieu de résidence et les enfants ont commencé par aller à l'école. Ça veut dire que depuis la base, il y a un travail qui est fait. C'est pourquoi dans ce genre de situation, il faut savoir communiquer. Et le gouvernement a véritablement travaillé sur ce terrain-là de la communication pour ne pas permettre à donner un certain nom à ces terroristes-là. Donc aujourd'hui, la population se sent assez concernée avec cette lutte parce que le chef de l'État lui-même s'était déplacé sur le terrain et allé rencontrer ces populations-là jusque dans leur lieu d'habitation, à parler avec eux. Et il y a beaucoup d'officiers qui sont allés aussi. Donc je pense qu'il y a un travail de fond qui avait été fait pour préparer les populations de sorte à les aguerrir par rapport à toute éventualité. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau par rapport à la sécurisation du pays. Et surtout, craindre que ces populations peuvent se faire entraîner par les terroristes. Le plus important aujourd'hui, l'armée est sur le terrain, l'armée est en train de faire son travail et les dirigeants sont aussi en train d'apporter les moyens qu'il faut. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les populations servent de relais entre et l'armée et la base gouvernementale pour permettre à ce que la lutte soit efficace. Et pour Le nous, gouvernement, au niveau du ministère de l'administration territoriale, a répertorié les ONG et leurs activités. C'est pourquoi depuis un certain temps, l'ouverture de dossiers pour les associations a été suspendue. Il faut savoir que telle association fait quoi, telle association fait quoi, ce qui veut dire que c'est un plus pour la sécurité de notre pays. Alors, revenons un peu sur la stratégie du Togo qui met un accent particulier sur la résilience des populations. Est-ce un élément qui pourra porter des fruits? Il suffit juste de permettre aux populations, par exemple, d'avoir des infrastructures. Vous avez dressé tout à l'heure un bilan ou un panorama des activités réalisées avec le programme d'urgence pour la région des savanes. Est-ce que de telles actions permettent aujourd'hui de rassurer les
les populations et d'éviter que ces populations ne se rallient aux groupes terroristes? Ça fait exactement 1 an que ce plan a été lancé dans les savanes et c'est compte tenu des résultats obtenus, les résultats pragmatiques et sur le terrain que le gouvernement a jugé utile de poursuivre la démarche en mettant sur pied maintenant ce programme national. Ce qui veut dire que toutes les actions qui ont été menées sur le terrain sont satisfaisantes. Gabin, le bilan dressé peut être positif, mais est-ce suffisant pour assurer la population que malgré tout, on pourra arriver à bout de ce terrorisme-là? Oui, je pense que le bilan est plus que satisfaisant parce que déjà que la plupart des populations qui étaient déplacées sont revenues à leur lieu d'habitation et même des écoles sont réouvertes, ça montre à suffisance que... Pas toutes. Pas toutes, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont été réouvertes, ça montre à suffisance que le gouvernement a fait un travail de fond et puis bon, les populations sont rassurées. Les écoles qui ne sont pas encore ouvertes, c'est parce que certaines populations hésitent encore à rallier leur lieu d'habitation. Sinon, sur le terrain, la sécurité ne pose plus de problème. Même avant d'aller au nord, il y a un certain temps, quelques 8 mois, ça pose problème. Tu ne pouvais pas fréquenter certaines localités. Mais aujourd'hui, il y a des forces de l'ordre sur le terrain qui vous conduisent même sur la voie, qui vous accompagnent, qui font la patrouille pratiquement tout le temps et qui sont à la disposition de la population, même des voyageurs. Donc, c'est un travail qui a été fait. Je pense que tout le monde est rassuré par rapport, même si on peut dire qu'en matière de sécurité, quand on dit qu'il y a attaque quelque part, tout le monde, tu ne peux pas être rassuré à 100%. Mais quand même, il y a un travail qui a été fait et je pense qu'aujourd'hui, pratiquement 95 ou bien 97% de la population est rassurée par rapport à la sécurité que leur porte le chef de l'État et aussi les forces armées togolaises. Je suppose que ce chiffre est à votre niveau, oui, c'est à mon évaluation. C'est à mon niveau. Et aussi ainsi n'a pas encore confirmé. Pour la région des savanes, parce que là, ça m'amène à une autre question que je voulais poser. Généralement, quand on parle d'incursion terroriste au Togo, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, vous me direz si elle est justifiée ou pas, que nous, populations qui habitons dans le sud, à Lomé ou dans les autres villes au sud, ne prenons pas réellement la mesure de la chose. En quoi de tels programmes peuvent aider tous les Togolais à savoir que ce qui se passe dans le Grand Nord, dans le Pendjal par exemple, concerne celui qui est dans le Golfe 3 par exemple? Oui, puisque après les échanges avec certaines personnes, il a été clairement défini que de Pendjal jusqu'à Lomé, il y a une grande différence. Et ce sont les populations rurales, dans les zones rurales, que les terroristes font leur exhibition. Et leur intention première, c'est venir jusqu'à la côte. Normalement. Mais je compte sur les forces armées togolaises, sur la politique du gouvernement, que le gouvernement ne peut jamais leur permettre de dépasser la zone dans laquelle ils sont. C'est pourquoi les moyens sont mis dans la zone pour pouvoir exhorter la population à avoir confiance à nos forces armées. Et nous autres, on fait quoi en attendant, puisque nos frères sont dans de telles situations? Nous qui sommes malheureux, on fait quoi? On prie le bon Dieu tout juste ou bien... Mais il a été dit que à chaque fois que vous verrez des personnes suspectes, il faut les dénoncer. Et s'il y a dénonciation, on a 99% de chances de ne pas être attaqué au sud. Parce que vous voyez des personnes suspectes, vous voyez des gens qui font des trucs là, il faut tout de suite aller voir le chef ou bien aller aux forces de sécurité pour faire des perquisitions chez eux et voir qui ils sont. Avant cette histoire de quoi, quand moi j'étais à Dédégo, moi je voyais des gens qui sont du Sahel, qui se regroupaient sous un arbre. À partir de 18h, moi je suis allé informer qui de toi. Ils sont venus, ils ont fait des perquisitions. Et là, on a constaté qu'ils sont rentrés dans le pays, mais ils n'ont pas de carte de séjour. Et on les a obligés à le faire. C'est comme ça qu'il faut travailler quand on est patriote. Il faut, avec le civisme et le comportement patriotique, on peut vaincre cet extrémisme violent et le terrorisme. Alors, Gabin, un truc à ajouter sur le comportement que nous devons adopter, nous qui ne sommes pas dans des régions directement concernées par ces fléaux pour le moment. On espère que ça ne viendra d'ailleurs par... non, les terroristes ont toujours cette stratégie-là d'attaquer par le nord. La plupart des pays ont toujours été attaqués par le nord. Aujourd'hui, nous devons tous nous sentir concernés par rapport à cette histoire. Parce que vous savez, quand un pan du pays est attaqué, souvent nous sommes comme un corps humain.
Hein, quand une ongle souffre ou bien un doigt souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc, si nos frères sont attaqués de l'autre côté, c'est nous tous qui souffrons. Donc, pratiquement, on ne doit pas rester là parce qu'on se dit, bon, de toutes les façons, c'est au nord, c'est pas encore au sud. Donc, on est là, on ne dit absolument rien, on ne fait rien. Mais il me semble qu'à un certain moment, il y a eu même certains collectifs de la société civile qui avaient voulu apporter son aide, que ce soit financier ou même aux gens du Nord. Ça veut dire que, bon, il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées, même si au Sud, la majorité n'est pas encore dans cette histoire. Je pense que quand même, il faut axer sur communication, il faut beaucoup parler à la population du Sud pour être aguerri. Le doyen vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Lui vient de le faire, c'est parce que c'est un homme averti. Mais la plupart des populations qui se lèvent le matin, va au marché, va à ses occupations tranquillement. Lui ne pense pas réellement à signaler qui que ce soit. Le plus important pour lui, il va au marché, il vend, ça s'arrête là. Aujourd'hui, il faut quand même parler à la population, même s'il faut faire de la communication dans les rues par des caravanes et autres. Caravanes, bon, c'est un peu c'est un peu trop fort, mais quand même discuter avec les populations, les chefs de quartier, les former, même les CDQ et autres peuvent faire ce travail-là. Je pense que tout le monde se sentira assez concerné parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire avec l'attaque de Bassam ou bien à la plage, nous ne sommes pas du tout épargnés. On doit être aguerris à tout moment. Et comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, la lutte terroriste, ce n'est pas une lutte que pour l'armée ou bien pour le gouvernement, c'est pour tout le monde et on doit se sentir en tant que citoyen concerné. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vais faire un dernier tour avec vous deux pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Fioclou Adang-Blenou. Moi, je continue par le rappeler, le port de casque, violation de feu rouge et la vitesse en ce moment de rentrée scolaire. Je lance un appel à mes compatriotes pour qu'ils respectent ces trois principes. Merci beaucoup. À vous, Fioclou Adang-Blenou. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gabin Adjaro, pour terminer. Oui, je veux parler des élections à venir. Nous sommes à quelques mois des élections, si je peux le dire ainsi, parce que déjà le mandat des députés est presque fini. Et sûrement l'année prochaine, on doit avoir droit à ces élections-là. Mais je pense qu'il faut quand même aller à une discussion politique pour permettre à ce que ces élections-là soient organisées de manière générale en 2025, puisque déjà en février 2025, on doit avoir les élections présidentielles. Quand tu veux qu'on attende jusqu'à 2025? Oui, je pense que les élections, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup d'argent. Donc, si on fait les élections législatives en 2024, sûrement en 2025, il y aura les élections présidentielles et en 2026, il y aura les élections locales. Donc, je pense que ce sera un peu trop pour l'État, pour la bourse de l'État. Il faut quand même penser à organiser les élections générales comme le font la plupart des pays d'ailleurs. Il faut juste trouver un couloir de discussion avec tous les partis politiques pour permettre à ce qu'on aille aux élections générales en 2025 pour faire assez d'économies au pays et aussi finir par les histoires de la foire avec les tickets d'entrée qui coûtent les yeux de la tête, 1000 francs. Pour quelqu'un qui veut visiter la foire, je pense que c'est de trop. Les clients ne sont pas pour la foire, mais pour ceux qui exposent à la foire. À l'époque, c'était combien? À l'époque, c'était 300 dans la semaine et 500 francs les week-ends. Donc, maintenant, c'est 1000 francs les week-ends. Imagine si tu amènes 5 enfants à la foire. Déjà, ton budget est fini. Tu n'auras même plus d'argent de carburant pour rentrer. En tout cas, merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et du programme de soir de ce jour. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir pour un autre numéro.